19 septembre 2008. Expérience 42. Expérience de vacances. Bon ben voilà, des vacances un peu loupées au sens conventionnel du terme, voire complètement ratées, mais plutôt réussies sur d'autres points. Bain de foule. Bon, ce problème est vraiment résolu. Je ne vois plus seulement la peur chez les gens, je vois maintenant l'amour en eux. Ça fait vraiment un bien fou. En fait, la peur est une couche qu'ils créent sur leur amour. Je peux enfin me prendre un bain de foule sans ramasser toutes les peurs des autres. Je vois même l'amour dans les gens. Tout ce qu'ils font est fait par amour. C'est vrai que c'est un tirage que nous avions fait avec Pascal, mais bon, on n'avait pas poussé plus loin vu qu'on était incapable de l'expérimenter directement. Nous avions tiré ceci avec les runes. Un voleur vole par amour, un assassin tue par amour. Comment est-ce possible ? En fait, l'énergie est par nature de l'amour, et nous la transformons en peur pour pouvoir créer la dualité. Ensuite, elle est transformée en chose plus grossière pour les besoins du jeu dans la dualité. Mais sa vraie nature est là, inchangée, c'est simplement de l'amour. Je suis donc assez d'accord avec Deepak Chopra. Si ton ennemi te croise et t'insulte, c'est un acte d'amour, disait Merlin. L'impulsion aimante venue du cœur de ton ennemi s'est transformée en haine en traversant le filtre de la mémoire. Des expériences passées peuvent dénaturer plus ou moins la manifestation de cet élan, mais ne t'y trompe pas. Quelle que soit son expression, sa source demeure toujours l'amour. La voix du magicien de Deepak Chopra. Tout est lié aux mêmes choses, amour dans tous les sens. C'est la seule chose qui intéresse tout le monde au fond. Même le pire des assassins ou des dictateurs, ceux-là ont encore plus besoin d'amour. Donc nous voilà à débarquer chez un type qui élève des chevaux. En théorie, un gars proche de la nature. Premier coup d'œil, il y a 3 faunes en colère dans son jardin. C'est quand même assez rare, donc il doit abuser. Et 2 chiens apathiques qui n'aboient même pas quand on arrive. Ça commence fort. Bon, sinon le type est très sympa, il est hyper dominant, et comme il considère qu'un chien qui aboie ça l'emmerde, alors il interdit à ses chiens d'aboyer. Il mène ses chevaux à la trique et c'est clair qu'il sait ce qu'il fait. Un bon professionnel. Mais bon, niveau collaboration avec la nature, ça vaut bien le citadin moyen. En gros, il exploite des chevaux comme il exploiterait un champ de maïs. C'est un dû, il l'a acheté, la chose est donc à lui, et il lui marche dessus. Il l'aime bien comme d'autres aiment leur voiture. Il explique que son métier avant était éducateur dans les quartiers. Donc mener les autres à la trique, il connaît. Il lui arrive même d'emmener des jeunes en réinsertion en balade à cheval. 8 types comme ça, plus 8 chevaux à gérer lui tout seul, c'est sûr qu'il faut pouvoir gérer. Avant, j'aurais dit directement que ce gars est un hyper-dominant frustré qui ne peut pas vivre en ville parce qu'il ne supporte pas la moindre loi qui ne vient pas de lui et certainement pas par amour de la nature. Mais maintenant, je dirais, lui est persuadé de tout faire pour le bien des autres et par amour pour eux. Tu comprends, les chevaux, il faut les mener comme ça, c'est pour leur bien. Pareil pour les chiens et les types en réinsertion. Là, ils se leurrent plus ou moins. Pourtant, il nous explique avec des trémolos dans la voix que supporter des délinquants hyper agressifs qui t'insultent et ne respectent rien, il veut bien le faire quand il voit un caïd de quartier faire un câlin à son cheval en pleurant à la fin de la randonnée. Parce que pour lui, il s'est passé quelque chose. C'est là qu'est le véritable amour en lui. Il n'a pas tort quand il explique que ces gens n'ont pas de repères et qu'il leur en donne et les aide. Dans l'absolu, quoi qu'il arrive, il fait tout par amour, vraiment au fond. Comme tout le monde. C'est comme ça qu'est construit son ego, et c'est sûrement l'expérience qu'il a à faire ici. Pourtant, le résultat est là. Des animaux exploités, la nature étant considérée même par ces gens soi-disant proches d'elle, comme un truc sur lequel on doit marcher pour l'exploiter parce que c'est trop con pour se démerder en résumé. L'homme est fou. C'est ça l'ego, et on n'y peut rien, c'est notre nature. Pourtant, au fond, nous ne nous intéressons qu'à l'amour. C'est la seule chose qu'on veut et qu'on recherche, quelle que soit la forme qu'elle prend. Et maintenant, c'est assez transparent chez les gens pour moi. Je vois aussi leurs travers, mais je vois leur amour caché derrière.
C'est mieux parce qu'à force de ne voir que les problèmes des autres et le noir en eux, on finit par devenir carrément parano et faire du monde un cauchemar. Pourtant, il est étonnant de constater que cette vision est une illusion et qu'il existe quelque chose de plus grand derrière. Je m'essaye librement à me relier à tout le monde. Maintenant, ça ne me gêne plus. Forcément, je perçois leur peur, mais aussi leur amour, alors c'est acceptable, voire même agréable. J'ai fait un petit sondage sur la quantité de troisième œil et de chakra coronal ouverts dans la foule. C'est le plus facile pour moi puisque la tête c'est ce que je sens le mieux, et je peux le faire en passant à l'arrache sans y faire trop attention, dirons-nous. Je passe dans la foule et je deviens toutes les personnes que je croise successivement. C'est assez marrant, mais je me cantonne au corps énergétique et à la tête, bien que j'ai constaté qu'en forçant un peu, il est effectivement possible de sentir le corps physique. Peut-être qu'on peut avec beaucoup d'entraînement voir par les yeux de l'autre aussi. Ça serait cool à faire sur un aigle ou un dauphin, faudra que j'essaye plus tard. Pour ce qui est des gens, c'est sûr que c'est pas terrible. Presque tout le monde est fermé. J'ai trouvé quelques troisième œil ouverts, 2 en tout, et quelques chakras coronaux ouverts. Même une personne qui avait une lumière pas possible dans le troisième œil, certains en plus d'être ouverts sont pleins de lumière. Après, savoir s'ils tournent dans le bon sens ou autre, va savoir, j'en sais rien. Des gens ont tout ce qui est ouvert, et pourtant ça ne veut pas dire que c'est bon pour eux, j'imagine. J'ai essayé sur les enfants. Pareil, tout le monde est fermé, mais c'est peut-être normal pour les enfants, j'en ai aucune idée. À part une petite fille au milieu d'un manège avec une lumière pas possible dans le chakra coronal. Certains, en plus d'avoir les centres ouverts, ont énormément de lumière dedans, c'est vraiment super agréable. Sinon, j'essaye de me lâcher complètement sur la clairaudience. C'est difficile parce qu'on reçoit beaucoup de choses extérieures à nous, et là le but est de se relier consciemment à quelque chose et de fusionner mentalement avec. C'est assez simple. En fait, les choses ne viennent pas que par mots. On devient l'autre en quelque sorte, et on partage une partie de ses connaissances inconscientes. 2 gros problèmes à résoudre pour moi. Quelle est la source? Pas si évident des fois. Cela peut être résolu en vérifiant le type d'énergie que je reçois. Certaines sont fort repérables, la lumière venant d'en haut entre autres, ainsi que ma fée préférée. Je distingue facilement son énergie dans les oreilles, je sais quand c'est elle qui parle donc. Des esprits avec des textures d'énergie facilement reconnaissables. Quel est le contenu? Quand il vient directement des réflexions, on peut trier dans le tas. Tu as des pensées qui s'imposent à toi, tu peux faire plus ou moins le lien, d'autres fois on te parle directement dans la tête. Quand le transfert de connaissances est silencieux, c'est autre chose. En fait, on s'aperçoit après coup qu'on sait une chose qu'on ne savait pas avant. Mais ce n'est pas instantané, c'est mon problème le plus souvent. Je me prends une tonne de lumière dans la tête, et puis c'est tout. Ma communication avec la lumière est toujours silencieuse. La lumière arrive soit par le tube qui est posé au-dessus du chakra coronal, soit par le troisième œil. Les autres sources d'énergie que je reçois dans la tête ne sont pas de la lumière, c'est autre chose. Quelques minutes ou heures après avoir reçu de la lumière, alors que je me pose une question sur une chose précise, paf, plein de trucs s'imposent à moi comme des évidences, alors qu'un instant avant je n'y aurais pas pensé ou j'aurais trouvé ça débile. Plongée sous-marine. Eh bien, l'effet n'a pas du tout été celui escompté. Je n'avais pas plongé depuis mes 18 ans, donc avant ma montée de Kundalini. Le simple fait d'être immergé dans l'eau et de sentir l'eau froide sur moi perturbe totalement mes perceptions. En fait, je redeviens un simple corps. Ça fait tellement longtemps que ça ne m'était plus arrivé, 14 ans je crois, que je suis super étonnée. Ma conscience est entièrement transférée dans mon corps physique, du coup je ne fusionne pas avec l'eau. C'est très frustrant, surtout qu'en montagne, mon corps énergétique était bien dilaté et je fusionnais vraiment loin avec la nature, jusqu'à plusieurs mètres librement. Après quelques plongées, je me suis habituée et mes perceptions sont revenues un petit peu, mais ça reste très léger. L'eau n'est pas mon élément, comme l'air d'ailleurs. Il n'y a rien à faire, moi je suis un gars de la terre ferme. Je dirais ceci du coup.
parce que cette expérience m'a permis de tester la différence entre mes perceptions habituelles et mon corps normal que je n'avais plus senti depuis longtemps. En fait, nous sommes une conscience, une vague sur un océan d'énergie. Je me perçois et je perçois les autres comme ça. Je ne comprends pas les gens qui me parlent de voler l'énergie de quelqu'un d'autre. Il n'y a pas d'autre, il y a juste un grand océan infini d'énergie avec des consciences au milieu et des formes qui vont et viennent et dont nous sommes apparemment créateurs. C'est comme dire à une méduse illusoire qu'elle vole l'eau de mer de la méduse illusoire d'à côté. Les méduses sont creuses et c'est l'eau qui leur donne leur forme. Nous, c'est pareil, on est une forme illusoire creuse et c'est l'énergie infinie, Dieu pour moi, qui nous donne forme en nous traversant. La forme dépend de la manière de circuler de l'énergie. En fait, la feinte est la suivante. Notre conscience épouse de manière parfaite les limites du corps auquel nous sommes attachés. Je dirais le corps que nous observons. Ce qui crée l'illusion que nous sommes ce corps. À partir du moment où la conscience s'étend au-delà de ça, nous percevons clairement les échanges constants avec notre environnement et surtout le fait que nous n'avons pas d'existence en dehors de cette énergie, qui, à mon sens, est du pur amour appelé Dieu, mais que nous transformons en utilisant notre pouvoir de la modeler à volonté. Nous sommes bel et bien des esprits créateurs, des consciences immatérielles créatrices du monde à partir du corps de Dieu, ni plus ni moins. Après, quand tu commences à voir que tu peux déplacer ta conscience pour devenir n'importe quelle autre méduse que tu croises dans l'océan, l'illusion de séparation prend encore un sacré coup dans l'aile. Il faut noter encore un autre niveau. Je suis très habituée à la communication énergétique avec les gens et à partager leurs pensées ou leur inconscient d'une manière ou d'une autre. Le fait qu'un esprit n'ait pas de corps ne change rien à ce fait, et il est étonnant de trouver sur les morts le même comportement énergétique que sur les vivants, suivant leur humeur ou ce qu'ils veulent. En plus, les morts étant libérés plus ou moins du mental, mais pas de l'ego, étonnant, non ? Ils captent toutes nos pensées et peuvent exprimer ce qu'ils veulent très facilement si on est réceptif. Donc, encore une fois, quand tu perçois ça, la réalité prend un sacré coup dans l'aile. Le fait de constater ponctuellement qu'on peut se trouver dépouillé de pensées, c'est très ponctuel pour moi, mais ça arrive, et à la place de fusionner avec la lumière ou un autre esprit est étonnant. Dans ce cas, on crée nos phrases à partir des influences extérieures au lieu d'aller les chercher dans le truc préprogrammé appelé mental. On mélange toute la journée les pensées issues de notre mental et celles soufflées par les esprits qu'on croise ou bien celles issues de Dieu. C'est étonnant de constater ça sur soi. Mais bon, à expérimenter encore, et il faudrait que j'ai le courage de lâcher encore plus d'ego. La seule chose qui me retient est la peur de l'inconnu. Sirène et fantôme. Bon, une fois revenu sur la terre ferme, me voilà reparti pour travailler ma clairaudience et mon toucher éthérique. Faut bien s'amuser un peu. Il y a une quantité d'esprits innombrables partout. Tout a une conscience. Le moindre brin d'herbe semble abriter un lutin, le moindre caillou un gnome. Les arbres contiennent tous des faunes et il y a une quantité inimaginable d'esprits autres par-dessus. Donc c'est pire que de la surpopulation. Ils adorent l'amour. Quand tu envoies de l'amour à un jardin, tout le jardin devient chaleureux, positif et plein de joie. Le moindre brin d'herbe voit son énergie modifiée pour intégrer la joie et l'amour. C'est impressionnant à expérimenter. Moi, je me concentre, j'imagine que plein d'amour sort de moi. Je sens l'amour, un peu comme quand tu es amoureux, mais en plus diffus qui s'étend tout autour de moi. Je me connecte au jardin et je visualise cette boule l'englober. Je la sens m'englober en fait. Et quand je sonde à nouveau le jardin avec le toucher éthérique, il a complètement changé de nature émotionnelle. La nature est vraiment en joie, elle émet une chaleur rayonnante. C'est quelque chose qu'il faut simplement penser à faire. Ça vaut pour beaucoup d'esprits, sauf ceux qui sont perdus dans la peur. C'est comme les humains, ni plus ni moins, mais je reviendrai là-dessus plus tard. En fait, il suffit de trouver un peu d'amour en soi et tout semble possible.
L'amour est la vraie nature du pouvoir. Dans la 4e dimension, c'est flagrant. C'est la base de l'énergie à mon sens, la vraie nature de Dieu. Donc nous allons visiter un phare. Sur la route, je trouve encore un arbre bizarre, mais je n'arrive pas à déterminer ce qu'il y a dedans. Je laisse courir, il y a trop d'esprits partout, et j'avoue que sortir mes mains pour tâter en public, ça fait un peu con. Faut que j'apprenne à tâter avec mon corps énergétique, je pense. Je vais songer à m'entraîner. Il y a une chapelle sur le port face à la mer. Des fantômes en veux-tu en voilà. Il y en a une palanquée. Je cherche les sirènes et j'en trouve 3 en train de bronzer sur les rochers. J'ai dû vérifier en triangulant et en faisant pas mal le tour puisque je ne pouvais pas accéder à cet endroit. C'est là que je regrette de ne pas avoir encore assez de clairvoyance. Mais bon, je me relie à elles. Elles ont une énergie extrêmement bizarre, difficile à dire. Je suppose qu'elles sont très haut. Je m'en servirai de référentiel. Tout comme mon dragon m'a permis de sentir une énergie très feu, et les dévas de la terre permettent de sentir ce qu'est le corps éthérique d'un roc énergétique. Après, les corps énergétiques ne sont qu'une combinaison de ces éléments. Certaines personnes sont très feu, d'autres très air, etc. Mais c'est assez bien expliqué en médecine chinoise et en Ayurveda. Disons que je peux plus ou moins le constater sur le corps énergétique de quelqu'un qui est dans l'extrême. Sinon, ma femme prend des photos dans tous les sens pour essayer d'avoir les sirènes. Certains esprits peuvent accepter de se manifester sur des photos apparemment si on le leur demande avant. Mais bon, ça reste toujours très discret et il faut utiliser ses perceptions énergétiques pour vérifier. De retour à l'hôtel, je vérifie sur les photos. Une seule avec une sirène pour moi, mais il n'y a aucune manifestation. Apparemment, elles ne veulent pas être vues d'après ma fée. Va savoir. Par contre, il y a un caillou très bizarre que ma femme a pris plusieurs fois en photo sans faire exprès. C'est pour moi signe d'une intervention extérieure pour lui faire voir un truc. C'est comme ça que fonctionnent les esprits en nous influençant inconsciemment. Je regarde. Il y a un gnome et à côté un fantôme. Je me relie au fantôme. Il est déprimé, mais par contre il cherche immédiatement à communiquer avec moi. Je sens son énergie dans mes oreilles. Je n'aime pas beaucoup ça, mais bon, les vivants déprimés sont pareils, voire pire des fois, alors. Je comprends qu'en fait il veut juste envoyer un message à quelqu'un avant de partir, mais il n'a pas l'énergie pour le faire. Les fantômes n'ont plus de corps éthérique pour puiser de l'énergie dans l'environnement. Seuls ceux qui ont atteint un niveau spirituel, certains, peuvent fonctionner dans la 4e dimension en puisant directement l'énergie sur d'autres sources pour leurs opérations, d'après ce que j'ai compris. Je compris qu'il a juste un message d'amour à envoyer à quelqu'un, alors je lui envoie plein d'amour pour qu'il ait l'énergie de le faire. Il devient immédiatement super positif et heureux, et puis il s'en va. Je vérifie la photo. Une photo fige un espace-temps. Il est bien là au moment de la photo. Puis je visualise le moment présent en cherchant sur la photo. Plus rien. Ma fée me confirme qu'il est monté. Bon, comme quoi, quand ils veulent qu'on les aide, ils trouvent toujours le moyen de nous le faire savoir au final. S'occuper des fantômes n'est pas simple parce que, apparemment, il faut gérer au cas par cas. Il ne suffit pas de leur envoyer une boule d'amour et un tunnel de lumière la plupart du temps, donc faut avoir la foi. Mais bon, si quelqu'un demande explicitement de l'aide comme ici, c'est autre chose pour moi. Une forêt négative. C'est vrai que c'est assez marrant de voir que plein de coins hyper négatifs sont ouverts au tourisme librement. Mais bon, au point où en est la population, c'est pas pire que de traverser le centre-ville à mon sens. Donc me voilà à visiter une forêt de chênes-lièges à côté d'un château. À peine entré dans la forêt, je me relie au lieu. En fait, je me relie au gardien du lieu, c'est plus simple. C'est un deva de la terre. Pas de doute, j'ai l'impression d'être un roc avec 2 bras comme des marteaux pilons. Question de puissance du corps énergétique, même le vieux maître de kung-fu de mon école peut se rhabiller. Je me relie à lui. Ça vient facilement, je sens son énergie dans mes oreilles. Pas de doute, c'est lui qui envoie les infos. Il me prévient directement qu'il ne faut pas déranger le gardien du menhir parce qu'il est dangereux. Il y a un menhir à voir dans le coin. Bon, ok, on va quand même voir le menhir.
J'en profite pour sonder un peu la route. Apparemment, il y a un portail fermé dans la forêt, mais bon, je ne m'en occupe pas, j'ai pas envie de me frotter au gardien du lieu. Après différents tours et détours, on est perdu. Alors je demande à ma fée de m'indiquer le chemin. Elle me dit qu'on est sur la bonne route, alors que moi je suis persuadée que ce n'est pas le cas. Mentalement, j'entends, ça ne me paraît pas logique de continuer. Du coup, je doute encore de mes perceptions. Parler avec une fée, même quand on peut la toucher, moi j'avoue que j'ai encore du mal, alors des fois je suis tentée d'ignorer mes perceptions juste pour faire comme tout le monde. Mais bon, vu qu'on communique plutôt très bien par la pensée, elle m'a entendu. Si c'est comme ça, débrouille-toi. C'est venu clairement. Je cherche ma fée, elle est nulle part. Super, j'ai réussi à la vexer. J'explique ça à ma femme qui prend sa défense. Oui, moi c'est pareil, tu me fais toujours le coup, tu veux toujours avoir raison, etc. Tu devrais t'excuser. Bon, ok, je m'excuse platement auprès de ma fée. Et après moultes excuses, elle accepte de réapparaître. Après quelques minutes de marche, on arrive directement sur le chemin. Donc elle avait clairement raison et moi tort. Ça fait à peu près la 50e fois qu'elle a raison et moi tort, et que je ne la crois pas jusqu'à ce que j'arrive face à la preuve évidente, d'où son énervement. Au fait, au passage, je confirme que tous les faunes de la forêt sont négatifs, mais bon, l'explication devient assez claire après quelques minutes de marche. La plupart des arbres ont de l'écorce arrachée. Chêne-liège, apparemment les types du château se servent directement sur eux, et ça leur plaît pas du tout. J'ignore si ça leur fait mal ou pas, je suppose qu'ils sont surtout vexés que les choses se fassent sans leur accord et de manière aussi cavalière. Donc je discute avec le gardien, mais je ne touche pas au vortex, je suis pas fou et je m'y connais pas assez sur les vortex et leurs règles d'utilisation. Apparemment c'est un devin de terre, mais son émanation est moins puissante que celui de la forêt. Il est assez en colère. C'est une espèce de guerrier, manifestement. Il se présente comme un dieu de la guerre auquel les anciens habitants vouaient un culte. Mais bon, après vérification avec ma fée, il est un peu mythomane. C'est disons au mieux un dieu mineur qui a dû être vénéré par des Celtes et encore. Apparemment, il n'aime pas les gens qui gèrent le domaine et prend fait et cause pour les faunes. Il déteste les humains. C'est vrai que le château est peu reluisant, je n'ai pas eu la patience de faire un test complet dessus, mais il y a clairement une entité non humaine négative très puissante dessus. Peut-être qu'une secte quelconque a voué un culte à un soi-disant dieu qu'il aurait mieux valu laisser où il était. Mais bon, c'est pas très reluisant tout ça. Je lui explique que même si le gars du château était super ouvert, ça m'étonnerait qu'il m'écoute si j'allais lui expliquer qu'il serait peut-être judicieux d'aller négocier avec les faunes avant d'arracher l'écorce de leur arbre. Donc que matériellement, je ne peux pas grand-chose pour lui. Soit le type est clairvoyant et bon, il sait très bien ce qui se passe parce que ça pue à 100 kilomètres la haine des humains qui transpirent de la forêt, soit le type ne l'est pas et il va me regarder comme un allumé et ne fera rien de toute façon. Le devin m'insulte en me traitant de lopette, etc. Assez sympa. Mais bon, je suis pas dérangée vu que globalement il ne semble pas s'attaquer à moi et curieusement je n'ai aucune peur des esprits de la nature, même en colère. C'est peut-être un tort qui se situe à mi-chemin entre le fait que j'ai du mal à réaliser que je parle à de vraies forces de la nature qu'il vaut mieux éviter de trop énerver, et le fait que je sois très sûre de moi, peut-être trop, qui sait. Et puis j'ai tellement bouffé du négatif dans ma vie que ça ne me stresse pas plus que ça. Je lui explique qu'à part donner de l'amour à la forêt, je ne peux pas grand-chose pour lui. Apparemment, les esprits de la nature font vraiment quelque chose avec l'amour qu'on leur envoie. C'est de l'énergie qui leur est très utile dans le plan du dessus, ce qui est logique puisqu'à mon sens, c'est la véritable nature du pouvoir et de l'énergie. Mais lui m'explique clairement que je peux me la mettre où je pense. Bon, faut dire qu'il garde un vortex, alors forcément de l'énergie, il en a sous la main. Je ne peux pas faire grand-chose non plus pour les fantômes. Apparemment, il s'agit d'humains qui ont été piégés ici et ils servent de défouloir aux esprits. Pour ce que j'en ai compris, parce que lui se vantait beaucoup et j'ai dû demander à ma fée de corriger ses mensonges, il récupère les humains morts qui n'arrivent pas à monter et leur donne un avant-goût de l'enfer. Je suis content de ne pas voir directement la tête des gens, mais ils doivent en baver. J'envoie quand même des tunnels de lumière à tout le monde. Apparemment, ça plaît pas trop aux gardiens, mais bon, c'est sans effet.
Les types doivent être perdus dans un cauchemar auquel ils donnent foi. Comme quoi, être vivant dans la 3e ou mort dans la 4e, ça doit pas changer grand-chose au final. Si tu crois à un cauchemar, tu vis un cauchemar. Si tu crois à un paradis, tu vis un paradis. J'envoie plein d'amour aux faunes. Ça ne donne rien du tout, ils sont toujours aussi hostiles. De toute façon, je crois que mon syndrome sauver le monde s'est vraiment envolé. Qui a tort? Les faunes qui se font exploiter et écorcher, ou bien les fantômes qui se font aussi martyriser? Mais bon, après avoir passé leur vie à exploiter les faunes. Au final, c'est un peu la conclusion à laquelle je suis arrivée. Les gens, esprits ou autres, créent leurs propres conflits et cauchemars dans la dualité. 3e ou 4e dimension sont dans la dualité indifféremment. Choisir la voie du guerrier, de la vengeance ou de la colère ne donne rien de bon pour personne. Mais l'amour est un choix qui doit être fait librement par les êtres quels qu'ils soient. S'ils ne le veulent pas, c'est leur choix. Et si Dieu donne le libre arbitre et respecte leur choix, qui suis-je pour ne pas le respecter moi? Et ces Bouddhas qui ont forgé le corps de gloire depuis belle lurette et qui sont, semble-t-il, innombrables, où sont-ils et pourquoi n'interviennent-ils pas si c'est bien si bien que ça de redresser tous les torts? Il doit être facile de résoudre les problèmes du monde avec un corps de gloire, non? La réponse est à mon avis simple et sera une fois de plus tirée du bouquin de Deepak Chopra vu que je commence à l'expérimenter de plus en plus. Renoncer à la dualité, refuser paradis et enfer. Merlin disait qu'au-delà du jeu des contraires se trouve un royaume de pure lumière, de pur être, de pur amour. Toute cette affaire de bien et de mal, cesse de courir après ton ombre et oublie cela.